Merci beaucoup et merci aux organisateurs, je remercie les organisateurs de me laisser parler devant vous et vous présenter mes recherches qui semblent peut-être en contradiction totale avec le thème de ces deux journées, l'inaperçu, puisqu'en effet quand on regarde l'histoire du cinéma et qu'on s'interroge sur ce qui pourrait constituer des musiques de films inaperçus, les films de l'univers Marvel n'apparaissent pas comme des évidences, au contraire même, puisque les films Marvel ce sont des films puissants avec des combats de super-héros, de super-héroïnes, des effets spéciaux à l'appel, un montage souvent saccadé, parfois épileptique. Et puis ce qui m'intéresse du point de vue du sonore, ce sont de grands orchestres symphoniques avec des chœurs, avec des effets générés par des ordinateurs, des effets de synthèse, qui accentuent eux aussi cette idée de toute puissance. Pensons par exemple aux sub-basses, qui sont extrêmement graves et qui donnent des angoisses aux architectes de salles de cinéma, tant les sons ont tendance à passer d'une salle à l'autre ces dernières années. Bref, du point de vue du sonore, Marvel ne fait pas dans la dentelle, et c'est ce qui peut un peu surprendre par rapport à la présence aujourd'hui. En outre, depuis Iron Man depuis Iron Man en 2008, qui est le premier film de la franchise Marvel, les films ne se contentent pas d'un style symphonique, mais puisent très fréquemment dans les musiques populaires. On rencontre ainsi des styles musicaux extrêmement variés, parfois au sein même d'un seul long métrage. Je pense par exemple au film des Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn, qui vont puiser dans la pop, le rock, le punk, l'électro, le rap. Le plus souvent des musiques qui sont intégrées directement au cœur de la diégèse. Par exemple, dans Les Gardiens de la Galaxie, le personnage de Star-Lord se promène avec un Walkman, donc les films sont intégrés directement au récit. Et toutefois, quand on regarde l'ensemble de la filmographie de la franchise Marvel, on se rend compte qu'il y a un répertoire qui est surreprésenté, ce sont les musiques hard rock et metal, notamment dans deux des principaux arcs narratifs de Marvel, donc la saga Iron Man avec une association de Iron Man avec les musiques de la CDC, et la saga Thor, où Thor est associé à Led Zeppelin. Bon, à ce stade, quelques mots d'introduction, mais une question reste en suspens. Pourquoi diable ai-je choisi de venir vous parler des musiques rock chez Marvel dans ce colloque? En réalité, c'est une scène bien précise d'un seul film Marvel qui m'a donné l'idée de venir aujourd'hui, et cette scène va me permettre de rééclairer l'ensemble des films Marvel et de leur rapport à la question de l'inaperçu. Alors je vais vous montrer cette scène, c'est pas très long, ensuite on en parle, et on la reverra une deuxième fois parce que je pense que beaucoup de choses vont rester justement inaperçues. Bon, c'est très sombre, le son est au maximum, j'ai vraiment poussé tout le son à fond. Donc je vais le décrire et après on va réécouter, on entendra mieux. C'est donc la première scène d'ouverture de Doctor Strange, le film réalisé en 2016 par Scott Derrickson. Et dans ce qu'on entend, on est censé entendre quelques touches de guitare électrique. Vous avez peut-être perçu. Voilà, il y a quelques bruitages et quelques touches de guitare électrique, ce qui est assez surprenant parce que l'ensemble de la bande originale composée par Michael Giacchino est d'esprit plutôt symphoniste. Et c'est vrai que Giacchino, c'est un compositeur qui, vous connaissez peut-être pour Jurassic World, Super 8, Star Trek, Ratatouille, enfin, c'est un compositeur qui fait plutôt des choses symphoniques en général. Et donc là, j'étais très surpris de voir dans ce film un début, une ouverture sur quelques touches de guitare électrique saturée. Ce sont des sons qui restent la plupart du temps dans ce film. Alors, dans les choses dans le bon ordre. Giacchino, c'est surtout de la musique symphonique. Dans ce film, on débute sur quelques touches de guitare électrique. Et en réalité, quand on écoute très précisément la bande-son de Doctor Strange,
il y a de la guitare électrique et des sons électroniques un peu partout. Sauf qu'ils sont complètement masqués. Masqués par plusieurs choses, déjà par la présence d'instruments symphoniques et surtout par la présence de bruitage, puisque Doctor Strange souffre d'une balance qui est très fréquente malheureusement dans les films Marvel, mais qui est défavorable pour la musique. La musique, très souvent, est complètement effacée derrière des bruitages, du sound design extrêmement puissant. Même dans les scènes d'action, parfois on a des orchestres qui jouent à fond les ballons, et pourtant les bruitages sont tellement forts qu'on entend pratiquement rien. C'est ce qui fait que Doctor Strange est un film extrêmement difficile à analyser. Alors, on va réécouter la même chose, juste, j'ai resserré sur les petites touches de guitare. Vous avez la partition que vous savez tous lire la musique, donc ça va vous aider grandement. Et j'espère qu'on entendra un peu mieux. C'est extrêmement discret, c'est très surprenant. On peut comprendre l'intérêt de changer la balance entre les bruitages et la musique dans le cadre d'une scène d'action. Les bruitages sont extrêmement importants, on a envie de les mettre en avant. Là, ici, c'est pas du tout le cas. L'imperceptibilité de ce son de guitare électrique n'est pas vraiment du même ordre, puisqu'on se situe dans les premières secondes du film, où il y a très peu de choses à l'écran, et donc la musique n'aurait aucun risque à passer devant les bruitages, il n'y a même pas de dialogue. Donc ça a de quoi interroger, tant cette présentation passe pour contre-nature, contre-naturel. Le son d'une guitare électrique ne se développe quasiment jamais dans une nuance pianissimo. Une guitare électrique, c'est un son puissant qui remplit l'espace. L'espace à la fois acoustique, celui des fréquences, puisque quand vous regardez un son de guitare électrique saturé, tout de suite l'espace sonore est très occupé, mais aussi l'espace des nuances, puisque pour des raisons culturelles et historiques, on écoute rarement de la guitare électrique à très faible volume. Alors certes, il y a des chansons de rock et des ballades notamment qui sont accompagnées par des guitares électriques principales, mais dans l'histoire du cinéma, quand on choisit d'intégrer la guitare, c'est rarement à très bas volume. D'autant que Giacchino, ce compositeur, aime les guitares électriques, et si on regarde ses derniers films, ses productions récentes, c'est un son qu'il intègre très fréquemment. Deux exemples pour vous montrer. The Batman, qui est sorti cette année, c'est Giacchino qui a écrit la musique, et il choisit d'intégrer la texture le timbre de la guitare à la texture un peu hybride qu'il a construite pour ce film. Et puis Thor, Love and Thunder, qui est sorti il y a quelques mois, qui est un film à la qualité discutable, Giacchino choisit de composer un thème rock symphonique, voire métal symphonique, qu'on va entendre avec plus de puissance maintenant. Bref, Giacchino, c'est pas quelqu'un qui a peur de la guitare électrique et qui aurait choisi de la mettre en recul parce que c'est un son qui n'a pas l'habitude de manier, au contraire. Donc, ça oblige à s'interroger, ça invite à s'interroger sur cette présentation que j'ai qualifiée de contre-nature, dans le sens d'une contradiction de la puissance idiomatique de la guitare électrique. Plusieurs explications peuvent être avancées. D'abord, une explication pragmatique. Quand Giacchino a enregistré la musique de Doctor Strange, il était au studio Abbey Road, et dans le studio d'à côté, il y avait Paul McCartney et Ringo Starr qui étaient en train de travailler sur des chansons pour un documentaire consacré aux Beatles. Il y a eu un échange entre les musiciens, et il dit s'être inspiré du son de certaines guitares des Beatles pour la musique de Doctor Strange. Une explication un peu moins circonstancielle, c'est celle qui s'intéresse à la valeur ajoutée de ces instruments, puisque on n'est pas besoin de rappeler à quel point la musique éclaire notre perception et notre compréhension de l'image filmique et des récits portés à l'écran. La valeur ajoutée, c'est un concept qui a été développé par Michel Chian, qui a été repris par de nombreux chercheurs après lui, et qui dit que le choix d'une texture, d'un rythme ou d'un enchaînement harmonique a une influence sur l'entièreté de l'expérience cinématographique. Ce qui fait que dès les années 50,
lorsqu'on a commencé à mettre le rock à l'écran, on l'a fait en l'associant à toute une symbolique de la liberté, de la jeunesse, de la révolte. Là, on n'est pas simplement sur un son de guitare rock, on est sur un son de guitare saturé, donc plutôt lié aux musiques métal. Et les musiques métal, elles aussi, sont associées à toute une symbolique. Une symbolique beaucoup plus sombre, hein. La musique métal, on l'associe plus facilement à la violence, au satanisme, aux messes noires et plus généralement à la mort. Il y a de nombreux chercheurs qui ont travaillé sur des associations entre les musiques métal et des thématiques au cinéma. Et il suffit d'écouter pour ça le début de la chanson Black Sabbath, du groupe Black Sabbath, sur l'album Black Sabbath en 70, pour voir à quel point ce timbre de guitare peut être associé à quelque chose de lugubre et de macabre. C'est ce choix d'instrument, donc au début de Doctor Strange, qui normalement est plus perceptible dans une salle de cinéma où vraiment les sons sont bien plus forts qu'ici, mais qui fait que, en quelques secondes au début du film, la musique vient confirmer ce que les images seules n'auraient peut-être pas montré avec suffisamment de clarté. D'une part, les personnages qui sont à l'écran sont maléfiques, et d'autre part, le livre qu'il récupère est un livre qui contient des sortilèges interdits. Ce dernier point sera d'ailleurs confirmé un peu plus tard dans le film. Lorsque Doctor Strange va explorer la même bibliothèque, il va tomber sur des livres également remplis de sortilèges maudits. Là encore, quelques touches de guitare électrique. Seul le sorcier suprême peut décoder. Il manque des pages à celui-ci. C'est le livre de Cagliostro. Sur les... C'est très cool, on dirait du piano, donc c'est très fait de volume, mais je vous le dis, c'est de la guitare électrique. Tout l'enjeu est maintenant de savoir si ces éléments sonores, indubitablement pensés pour rester presque inaperçus, sont perceptibles donc par le spectateur. Alors bien sûr, la question de l'imperceptibilité de la musique n'est pas neuve, d'autant que le cinéma entretient un lien assez particulier avec cette question, et à notre niveau, deux remarques peuvent être formulées. D'une part, la musique de film a longtemps subi, même si c'est une idée qui est débattue par des chercheurs maintenant, la musique de film a longtemps subi une prescription de se faire oublier. On dit une bonne musique de film, c'est une musique qui se fait oublier derrière l'image. C'est quelque chose qui a été discuté par des chercheurs, mais qu'on entend encore très souvent. Ce qui fait que des chercheurs comme Laurent Julier parlent d'effet clip quand la musique passe devant. Ce qui se trouve dans certains films Marvel, mais qui n'est pas vraiment recherché ici, et ça se fait souvent avec des musiques préexistantes. Première remarque. Deuxième remarque, je remonte un petit peu dans le temps, mais dès à la fin du 19e siècle, on oppose deux traditions en orchestration. Une orchestration à la française, une orchestration à l'anglaise. Dans l'orchestration à l'anglaise, on cultive les effets de masse, de groupe. Certes, les instruments ne s'effacent pas totalement, mais ils sont pensés dans un ensemble de cordes, de bois, etc. Dans l'orchestration à la française, on a un idéal qui est celui de l'orchestre impressionniste, ravelien, debussiste. C'est un orchestre dans lequel les différents instruments vont jouer un rôle fondamental. L'orchestre va être considéré comme un répertoire, un réservoir de solistes. Quand bien même il y aurait un déséquilibre total, c'est-à-dire une clarinette qui jouerait au milieu de 50 violons, on considérera dans l'orchestration à la française que la clarinette a un rôle déterminant, un rôle fondamental. Même si le son est à la limite de l'imperceptible et reste totalement inaperçu par l'auditeur. Elle existe, cette clarinette, et bouleverse l'expérience de l'auditeur. Donc, je vais reprendre cette idée, sans aller bien sûr jusqu'à qualifier les compositeurs de Marvel de bussistes, c'est un peu excessif, mais il me semble que le recours à des guitares électriques à la limite du perceptible, comme Doctor Strange, s'inscrit dans une démarche du même ordre. Par leur nature acoustique, ces instruments altèrent la nature sonore et sont porteuses en outre d'une symbolique toute particulière. Ces événements sonores orientent notre regard et notre compréhension du film. Partant de cette idée, il est possible d'imaginer toute une typologie décrivant les modalités de présence des musiques rock et metal au cinéma, et notamment dans les films Marvel, et surtout ce qui nous intéresse, c'est les implications de cette coprésence.
Une telle typologie ne doit aucunement se limiter aux citations de chansons préexistantes. Les gens qui ont travaillé sur la musique préexistante dans Marvel, jusqu'à présent, ils font la liste des chansons qui sont chez Marvel. À mon avis, ça va beaucoup plus loin. Et ça intègre aussi des événements sonores qui sont parfois extrêmement courts, qui ne durent pas plus d'1 ou 2 secondes, ou alors qui sont extrêmement discrets, comme c'est le cas ici. De la même manière qu'une vanité ne saurait être réellement comprise sans qu'on ait identifié le petit crâne qui se cache dans son coin, une musique est totalement bouleversée et ne sera comprise que lorsqu'on aura identifié et expliqué en partie la présence de cette petite touche de guitare électrique qui n'est donc jamais un geste gratuit. J'aimerais conclure avec 2 remarques qui me semblent fondamentales. D'une part, la discrétion de ces événements et leur association à une symbolique particulière, que ce soit la suggestion du mystique, la menace planante, des tensions interpersonnelles. Donc la discrétion de ces événements et leur symbolique pourrait laisser imaginer qu'il existerait une syntaxe, voire un langage dans les films Marvel et dans le cinéma hollywoodien en général. Et c'est vrai que dans la musicologie francophone, ça fait quelques années que les chercheurs, les musicologues, les cinémusicologues essaient d'identifier un langage de la musique hollywoodienne. C'est une idée à laquelle j'adhère pas forcément et qui me semble assez impropre à décrire avec pertinence les films Marvel. Parce qu'ici, par exemple, si je prends ce son de guitare, ils sont certes associés très fréquemment au mystique, à la magie, mais ils vont revenir parfois pour des raisons totalement inconnues. Parfois associés à quelque chose de complètement différent. Par exemple, dans Doctor Strange, à la fin du film, alors c'est pas encore, vous allez peu l'entendre, mais à la fin du film, on a des touches de guitare qui sont associées au thème du héros. Je sais, j'enfreins les lois de la nature. Vous arrêtez surtout pas. Dès que le sanctuaire sera restauré, ils l'attaqueront de nouveau. Nous devons le protéger. Venez. Je suis désolé pour la VF, c'est une catastrophe. J'avais que ça sous la main. Vous allez devoir me croire encore une fois, mais on a 3 petites notes de guitare électrique que j'ai isolées ici. Tom, tim, tom, qui est en fait une simplification du thème de Doctor Strange et qui est à la guitare électrique saturée pour une raison qui me semble ici inexpliquée. Donc, ceci dit, l'inexistence d'un langage à proprement parler n'interdit pas d'identifier des fonctions, souvent stéréotypées, qu'on va associer à ces petits codes sonores. Par exemple, dans les films Marvel, de nombreuses scènes d'espionnage sont accompagnées avec des guitares électriques jouant un rythme nerveux. Par exemple, dans Spider-Man No Way Home, on a ça. Et puis, encore plus souvent, les sons saturés sont associés à des méchants, à des super vilains, à des robots. Exemple dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est sorti cette année. On a des guitares électriques qui marquent les temps et on a à la fin une guitare électrique qui double une nappe orchestrale. Voilà, donc là ici on a une association directe je sais pas leur nom, des sentinelles, des robots d'Iron Man et des instruments de guitare électrique. Même chose à la fin d'Ant-Man. Donc il y a quelques... Je vois, il est là. Roule, 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 roule. Vous l'avez peut-être davantage entendu, on a une note qui est tenue dans l'aigu à la guitare électrique et qui est associée directement au personnage du vilain. Enfin, je terminerai en revenant sur la première idée que j'ai eue en revoyant la scène d'ouverture de Doctor Strange. Ma première interprétation a été de dire que le son orientait notre regard sur des éléments visuels ou narratifs que l'image seule ne suffisait pas à montrer. Au contraire, je crois maintenant qu'il serait abusif de dire que ces éléments sonores pallieraient un manque dans ce que montre l'image. Ces éléments sonores ne sont pas des béquilles qui compenseraient des faiblesses dans le visuel ou dans le non-dit narratif. Ces éléments sonores sont avant tout des indices qui
qui enrichissent l'expérience cinématographique en orientant l'attention du spectateur dans telle ou telle direction, en suggérant un sens, mais ce sont des éléments qui sont avant tout contingents et qui ajoutent simplement un sens supplémentaire à notre expérience cinématographique. Je vous remercie.